Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes étapes à suivre pour résoudre un exercice de Donan. Je vais faire une application à ces étapes en corrigeant les QCM de Donan de la session de mai 2013. Premier conseil à vous donner, c'est de faire les annales dans l'ordre de difficulté croissant. Je profite de cette vidéo afin de vous classer les différentes sessions des années précédentes par ordre de difficulté croissant. Je vous conseille ainsi toujours de démarrer vos révisions par les annales faciles, que je représente ici avec une étoile, allant jusqu'aux annales les plus difficiles, qui sont représentées ici par 5 ou 4 étoiles, comme notamment celui de mai 2018 ou de mai 2020. En ce qui concerne l'annale qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer toujours par l'étape numéro 1, qui consiste à faire un tableau dans lequel on va représenter les volumes des compartiments, ainsi que les quantités de matière et les concentrations initiales. Eh bien, deux compartiments liquidiens A et B sont séparés par une membrane hémiperméable, perméable à l'eau et aux petits ions, imperméable aux protéines. Les volumes des deux compartiments sont de 1 litre chacun. Donc on va représenter ceci. Donc nous avons le compartiment A qui a comme volume 1 litre, le compartiment B qui a comme volume 1 litre. Donc ici on fait attention, vu que le volume vaut 1 litre, la concentration est égale à la quantité de matière divisée par le volume. Donc ici, pas de différence entre concentration et quantité de matière. Il faut faire très attention. Quand le volume est différent de 1 litre, il va falloir séparer les compartiments afin d'exprimer la concentration seule et les quantités de matière seules. Dans notre cas, les quantités de matière seront exprimées en millimoles. Les concentrations, quant à elles, seront exprimées en millimoles. Donc, on ajoute dans le compartiment A des protéines RCA10, donc qui vont se dissocier en R20-. Donc, on va avoir comme substance le R20-, le Ca2+, et également nous avons dans le compartiment A du CaCl2 qui va se dissocier en Ca2+ et Cl-, donc on aura également le Cl-. En parallèle avec cette étape numéro 1, on va passer à l'étape numéro 2 qui consiste à écrire les équations bilan des réactions accompagnées par leur tableau d'avancement. Et bien ici, nous avons les protéinates RCA10 qui vont se dissocier en R20- et le calcium Ca2+, alors attention à l'équilibre, ici j'ai 20 charges négatives, je dois retrouver également 20 charges positives afin d'assurer l'électroneutralité de part et d'autre de l'égalité d'une équation de réaction. Donc ici nous n'avons pas la quantité de matière initialement présente de ces protéines, donc on va représenter ça par une inconnue, donc X, il se dissocie totalement, donc on va retrouver R20- et 10 fois XCa2+. Également, nous avons du CaCl2, donc je vais respecter mes étapes et écrire l'équation bilan de dissociation du CaCl2, donc en Ca2+ et en Cl-. Donc également ici j'équilibre mon équation bilan en rajoutant un coefficient 2 avant le Cl-. On nous donne la quantité de matière de CaCl2, donc nous avons 60 millimoles qui vont se dissocier en donnant 60 millimoles de Ca2+ et 2 fois 60, donc 120 millimoles de Cl-. Donc initialement, nous avons une quantité X de R20- dans le compartiment A. Les protéinates ne traversent pas la membrane, donc ils ne vont pas diffuser vers le compartiment B. Nous avons initialement 10X plus 60 millimoles de Ca2+. Donc je vais représenter ça ici, 10X plus 60. Et nous avons 120 millimoles de Cl-, que je représente également ici. Ainsi, j'ai fini l'étape numéro 2. Je vais passer à l'étape numéro 3. Qui consiste à représenter l'équilibre suite à la diffusion des ions à travers la membrane. Donc ici, il est très important d'indiquer les pertes des quantités de matière ainsi que les gains de part et d'autre de la membrane avec des inconnus. Je sais que les petits ions comme le Ca2+ et le Cl- ils vont diffuser vers le compartiment B, donc je vais avoir une perte de Cl-, donc une quantité de matière A de Cl- va être perdue du compartiment A que je vais retrouver dans le compartiment B. Il en est de même pour Ca2+, je vais perdre une quantité de matière B que je vais retrouver dans le compartiment B. Une fois que ça c'est fait, je vais passer à l'étape numéro 4 qui consiste à poser les données utiles souvent présentes à la fin de l'énoncé. Donc on va aller regarder ce qu'on a comme données utiles dans le cadre de cet exercice. Eh bien, à la fin de l'énoncé ici, nous avons l'information suivante. Lorsque l'équilibre est atteint, la différence de potentiel existant entre les deux faces de la membrane séparant les compartiments A et B est de 18 millivolts. Donc on va écrire l'expression de la différence de potentiel entre les deux membranes, donc U en millivolts est égal à 60 divisé par Z log
de la concentration dans le compartiment A d'un ion de notre choix divisé par la concentration du compartiment B de ce même ion. Eh bien ça, ici, ça vaut 18 millivolts. Donc je détiens une première expression. Sauf que cela n'est pas suffisant vu que j'ai une multitude d'inconnus. Donc dans le cadre de cet exercice, j'ai 3 inconnus, donc j'aurai besoin de plus d'équations et de relations. Et c'est là où je vais appliquer l'étape numéro 5 qui consiste à écrire la loi de Donan ainsi que la relation de l'électroneutralité dans les deux compartiments A et B. Donc ici, dans mon cas, la loi de Donan est la suivante. Donc on sait que la concentration du Cl- dans le compartiment B par rapport à la concentration du Cl- dans le compartiment A est égale à la concentration du Ca2+ dans le compartiment A divisé par la concentration de Ca2+ dans le compartiment B, le tout à la puissance 1/2. Donc le 2 provient de la charge du Ca2+. Je vais également ici présenter l'expression de l'électroneutralité. Dans le compartiment B, par exemple, donne la concentration de Ca2+, donc x2 fois Z, toujours à la charge, est égale à la concentration de Cl- dans le compartiment B. En fait, l'électroneutralité, c'est très facile. On doit avoir toujours autant de charges positives que de négatives dans un compartiment. Donc ici, la concentration de Ca2+ est représentée par l'inconnu B. Donc B fois 2 n'est rien d'autre que A. Je détiens une première relation entre mes inconnus. Et bien maintenant, pour trouver le reste des valeurs, je vais utiliser la valeur du potentiel qui m'a été donnée. Donc je vais l'appliquer au cas par exemple du Cl-. Donc le potentiel de part et d'autre de la membrane est égal à 60 divisé par Z. Donc Z, c'est la charge de l'ion de mon choix. Donc ici, je choisis le Cl-. Donc Z vaut -1. Donc 60 divisé par -1 fois log de la concentration du Cl- dans le compartiment A. Donc 120 moins A, bien sûr à l'équilibre, divisé par sa concentration dans le compartiment B. Tout ça est égal à 18 millivolts. Donc, on va obtenir -60 log 220 moins A divisé par A, ça vaut 18. Donc log 220 moins A divisé par A est égal à -18 sur 60, donc -0,3. On sait que logarithme décimal de 2 égale à 0,3. Pour avoir le -0,3, il va falloir inverser la valeur à l'intérieur du log. C'est-à-dire log de 1/2 serait égal à 0,3. Ainsi, le logarithme de 120 moins A divisé par A est égal à log de 1 sur 2. On simplifie les logs et on obtiendra 120 moins A divisé par A égale à 1/2. Eh bien, je fais un simple produit en croix pour avoir 240 moins 2A égale à A. Ainsi, 240 c'est égal à 3A. A égale à 240 divisé par 3. 240 divisé par 3 n'est rien d'autre que 80. Donc A vaut 80. Donc B, c'est égal à 40, puisque 40 fois 2 égale à 80. Dans mon tableau à l'équilibre, donc A, c'est 80. Ici, j'ai 120 moins 80. Donc je vais avoir 40 millimoles ou 40 millimoles par litre de Cl- dans le compartiment A à l'équilibre. Donc pour B, je vais avoir 40. Ici, je vais avoir 10x plus 60 moins 40, donc 10x plus 20. Je n'ai pas encore utilisé la loi de Donan, je vais l'utiliser afin de trouver la dernière valeur qui me reste, la dernière inconnue, qui est la valeur de x. La concentration du Cl- dans le compartiment B est égale à 80, donc 80 divisé par la concentration de Cl- dans le compartiment A par 40, c'est égal à 2, et c'est également l'équivalent de la concentration de Ca2+ dans le compartiment A divisé par la concentration de Ca2+ dans le compartiment B, le tout à la puissance 1/2. Donc ici j'ai une puissance 1/2. Afin de me débarrasser de cette puissance 1/2, je vais élever le tout au carré. Donc 4 serait égal au rapport des concentrations en Ca2+ dans le compartiment A par rapport à la concentration en Ca2+ dans le compartiment B. Donc, si je souhaite trouver la concentration de Ca2+ dans le compartiment A et par la suite la valeur de x, cette concentration serait égale à 4 fois la concentration de Ca2+ dans le compartiment B, donc 4 fois 40, donc 160. 10x plus 20
serait égal à 160, qui est la concentration Ca2+ dans le compartiment A à l'équilibre. Et ainsi, on peut trouver X qui vaut 140 divisé par 10, donc 14. Ainsi, on a pu trouver la dernière valeur de l'inconnu qui nous restait, c'est la valeur de X, donc la quantité de protéinates ainsi déposée initialement dans le compartiment A. Une fois qu'on a fini de suivre toutes ces étapes, on peut commencer à répondre aux questions de l'exercice. La première question de cette série de questions est la suivante. Parmi les propositions relatives à cet état d'équilibre, laquelle est exacte? Donc pour la proposition A, il existe autant d'anions que de cations dans le compartiment B. Eh bien, on peut tout de suite remarquer qu'on a 40 cations Ca2+, contre 80 anions Cl-. Donc, pour la question 11, l'item A est faux. En milliéquivalents par litre, la concentration du Cl- du compartiment A est égale à celle du compartiment B. Eh bien, on peut tout de suite le voir, la concentration de Cl- dans le compartiment A est de 40 millimoles par litre contre 80 dans le compartiment B. Donc la proposition B est fausse. La face de la membrane hémiperméable du compartiment B est à un potentiel électrique inférieur à celle du compartiment A. Et bien ici, il faut savoir une chose, que le fait d'avoir les protéines de charge négative bloquées dans le compartiment A, ça va apporter un potentiel pour la face de la membrane du compartiment A inférieur à celui du compartiment B. Et donc cette proposition est fausse puisque le potentiel électrique du compartiment B serait supérieur à celui du compartiment A. Dans le compartiment A et en milliéquivalents par litre moins 1, la concentration en Cl- est égale à celle de Ca2+. Donc nous avons 40 millimoles par litre de Cl-, et donc c'est 40 milliéquivalents par litre puisque la charge de Cl- est de moins 1, contre 160 millimoles par litre moins 1 de Ca2+, donc l'équivalent de 320 milliéquivalents par litre de Ca2+. Et donc ces deux valeurs sont nettement différentes. La proposition D est fausse. Il existe plus de petits ions dans le compartiment A que dans le compartiment B. Et on peut compter le nombre de moles des petits ions dans le compartiment A. Donc on va voir 160 plus 40, donc 200 millimoles de petits ions dans le compartiment A, contre 120 petits ions dans le compartiment B. Et donc la proposition E est vraie. Pour la question 12, quelle est approximativement la concentration en Cl- en milliéquivalents par litre dans le compartiment A? Donc cette concentration, on l'a déjà trouvée. On peut tout simplement noter que la concentration en Cl- du compartiment A égale à 40 millimoles par litre. Et donc c'est 40 milliéquivalents par litre moins 1, puisque la charge du Cl- est égale à 1. Donc on multiplie 40 par 1 pour passer ou pour convertir des millimoles en milliéquivalents. Donc la bonne réponse ici, c'est la B. Pour la question 13, quelle est approximativement en millimoles la quantité de RCA10 ajoutée initialement dans le compartiment A? Donc la quantité de RCA10 n'est rien d'autre que la valeur de X que nous avons trouvée, équivaut 14 millimoles. Donc la bonne réponse, c'est la B. Donc on va finir par la question numéro 14. Quelle est en atmosphère la valeur approximative de la pression oncotique existant entre les compartiments A et B? Donc on sait que la pression oncotique se calcule en additionnant toutes les pressions donc issues de la présence des protéinates, plus la pression qui provient de la diffusion des petits ions de part et d'autre de la membrane, avec la pression osmotique qui provient de l'hydratation des protéinates et qui est donnée ici négligeable dans l'énoncé. Eh bien, pour calculer la pression issue des protéinates, eh bien, je vais calculer l'osmolarité des protéinates fois RT. Donc R, c'est la constante des gaz par P, T, c'est la température. On peut faire l'approximation ici que RT vaut 25. L'osmolarité des protéinates, eh bien, ce n'est rien d'autre que la concentration des protéinates. Donc ici, ça va être 14 millimoles par litre moins 1. Donc l'osmolarité des protéinates est de 14 milliosmoles par litre moins 1, que je convertis en osmoles par litre moins 1. Donc 14, 10 moins 3, fois 25 atmosphères. La pression qui provient de la diffusion des protéinates n'est rien d'autre que la différence d'osmolarité entre les compartiments A et B fois RT. Donc RT est toujours approximativement égal à 25. Eh bien, l'osmolarité du compartiment A serait égale à la somme des concentrations des petits ions dans le compartiment A, donc à savoir 160 plus 40. Donc je vais avoir 200
milliosmoles par litre, moins 40 plus 80, donc moins 120, bien sûr, fois 10 puissance moins 3, fois 25. Eh bien, on additionne tout ça et on obtient une pression oncotique qui vaut 14 fois 25 fois 10 moins 3, plus 200 moins 120, c'est 80 fois 25 fois 10 moins 3. Donc 14 plus 80, ça fait 94 fois 25 fois 10 moins 3 atmosphères. Tout ça va faire à peu près 2,3 atmosphères. La bonne réponse ici est donc la C.